Alors on plonge aujourd'hui dans une formation qui intrigue, qui impressionne même assez souvent. La licence de droit. Oui, Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, on a mis de côté les idées reçues et on a pris le document source, le référentiel officiel. La question est simple. Au-delà des clichés sur les avocats, qu'est-ce qu'on y apprend vraiment? c'est la question fondamentale. L'image de l'étudiant qui mémorise des codes entiers, elle est tenace, mais elle est largement fausse. Ah oui, La réalité, et le référentiel le dit très bien, c'est qu'on y acquiert un socle de connaissances et de compétences. il faut voir ce socle comme une sorte de plateforme de lancement. Une plateforme. Oui, soit vers des études plus longues, un master par exemple, soit directement vers le monde du travail. Mais le plus grand changement, c'est qu'on apprend à décoder le système qui régit notre société. Décoder le système. C'est une promesse assez ambitieuse, ça. Elle l'est. Ça veut dire qu'au-delà de préparer à un métier, ces études font de nous des citoyens, différents, plus avertis. Exactement. Comprendre le droit, c'est comprendre les règles du jeu de la vie en société. Ça change tout. Ça change la manière dont on lit un contrat de location, dont on écoute un débat politique, ou même comment on gère un simple conflit de voisinage. D'accord, Et c'est peut-être ça, en fait, la compétence la plus importante qu'on y développe. d'accord. Alors explorons ça. Comment on acquiert cette capacité à décoder? Le référentiel parle de deux grands types de compétences. Commençons par les plus générales, celles qu'il appelle les compétences transversales, une sorte de boîte à outils pour la tête. C'est une bonne image, oui. Ce sont des compétences qui ne sont pas du tout exclusives au droit et qui sont extrêmement valorisées partout. Par exemple. La première, c'est la capacité à développer une argumentation rigoureuse et critique. Pas seulement donner son avis, mais le construire, l'étayer, le structurer logiquement et même anticiper les objections. Mais attendez, beaucoup de formations, je pense aux lettres ou aux sciences politiques, prétendent aussi enseigner l'esprit critique et l'argumentation. Qu'est-ce que le droit a de si particulier? La différence majeure, elle réside dans le cadre. En droit, l'argumentation n'est pas libre. Elle est contrainte par des règles, par des textes qui existent déjà. On apprend à construire le raisonnement le plus solide à l'intérieur de ce cadre. Ah, je vois. C'est un exercice de rigueur qui est extrême. On apprend aussi à synthétiser des informations très denses. Un arrêt de la Cour de cassation, par exemple, ça peut être très complexe. L'étudiant doit apprendre à en extraire l'essentiel en quelques lignes. Et cette capacité à passer de 50 pages à une seule, j'imagine que c'est un atout incroyable. C'est un atout immense. Mais c'est souvent le principal défi de la première année. Il y a une nouvelle langue à apprendre, le vocabulaire juridique, et puis une nouvelle manière de penser. C'est un choc, un peu. C'est exigeant, oui. On doit abandonner le raisonnement plus intuitif pour une méthode très structurée. Le référentiel insiste d'ailleurs beaucoup sur la communication écrite et orale. Chaque mot a un poids. Une virgule mal placée dans un contrat, ça peut avoir des conséquences financières énormes. C'est une précision presque chirurgicale, en fait. C'est exactement ça. Cette précision du langage, c'est une marque de fabrique. D'accord. On a cette boîte à outils transversale. Penser, analyser, synthétiser, communiquer. Mais à un moment, il faut bien parler de droit. Quelles sont les compétences spécifiques qu'on ne trouve que là? Alors là, on entre dans le cœur de la discipline. La première brique, c'est le vocabulaire juridique. Et ce n'est pas du jargon pour impressionner, c'est vraiment un outil de précision. C'est-à-dire? Savoir distinguer un arrêt d'un jugement, un préjudice d'un dommage ou la responsabilité civile de la responsabilité pénale, ce n'est pas un détail. C'est ce qui permet de qualifier correctement une situation. D'accord. Ensuite, on apprend la méthode d'analyse des textes et surtout des décisions de justice. C'est une lecture très active où l'on doit identifier les faits, la question de droit qui était posée, les arguments de chaque partie et la logique du juge. Et la compétence reine, j'imagine, c'est ce fameux raisonnement juridique. Mais j'ai une question. Est-ce que cette méthode très structurée, presque mécanique, ne risque pas de formater un peu la pensée, de la rendre rigide? C'est une excellente question. Et c'est un paradoxe intéressant. Ah oui, Le raisonnement est très structuré, c'est vrai, souvent en 3 parties. Les faits, la règle de droit, l'application. Mais la créativité, elle ne disparaît pas, elle se déplace. Elle ne réside pas dans l'improvisation, mais dans la manière de qualifier les faits, dans la recherche de la règle la plus pertinente ou dans son interprétation. donc la structure est un guide, pas une prison. Voilà. 2 avocats brillants, face au même cas, peuvent construire 2 argumentations radicalement différentes en utilisant les mêmes outils.
La structure, c'est le squelette, mais la manière de mettre de la chair dessus, c'est un véritable art. C'est beaucoup plus clair. Le référentiel organise tout ça en blocs de compétences, un terme un peu technocratique. Prenons le premier, qui semble central. Identifier et résoudre un problème juridique. Concrètement, C'est là que toute la théorie devient pratique. C'est l'application de la méthode. Prenons un exemple que tout le monde peut comprendre, un conflit de voisinage. Imaginez, votre voisin installe une batterie et joue du heavy metal tous les soirs jusqu'à 2 heures du matin. situation classique. Mon premier réflexe serait d'aller sonner, de m'énerver, peut-être d'appeler la police en désespoir de cause. Exactement. C'est une réaction émotionnelle. L'étudiant en droit, lui, va enclencher un processus. Et la toute première étape, c'est la qualification juridique. C'est-à-dire, C'est une sorte de traduction. c'est exactement ça. On traduit le problème du langage courant, mon voisin fait un bruit infernal, au langage juridique. Ici, on va parler de trouble anormal de voisinage. Ah oui. Ce simple changement de vocabulaire est décisif. On sort de la plainte subjective pour entrer dans une catégorie juridique reconnue avec ses propres règles. C'est la clé. D'accord, j'ai l'étiquette trouble anormal de voisinage. Et ensuite, je fais quoi avec? Deuxième étape. La recherche des règles applicables. Maintenant que le problème est identifié, on va chercher les outils. Que dit le Code civil? Y a-t-il des décisions de justice antérieures sur des cas similaires? Est-ce qu'un arrêté municipal interdit le bruit après 22 heures? On collecte toutes les pièces du puzzle légal. Et la dernière étape, c'est l'assemblage du puzzle. Précisément. La troisième étape, c'est de construire une argumentation structurée. En s'appuyant sur les règles qu'on a trouvées, on peut formuler une demande claire et fondée. Voilà les faits. En vertu de tel article, ces faits constituent un trouble anormal. Par conséquent, je vous demande de cesser, sinon je saisirai la justice. Radicalement plus efficace, oui. On passe du « s'il vous plaît, arrêtez » à « voici pourquoi vous devez arrêter ». C'est ça. Un autre bloc mentionne « agir et communiquer dans un contexte juridique ». C'est la mise en pratique de tout ça. Tout à fait. C'est le bloc qui s'assure que l'étudiant n'est pas juste un théoricien. Comment on agit concrètement avec cet analyseur? Ça inclut des compétences très pratiques, comme faire une veille juridique. Une veille juridique. Oui, les lois changent tout le temps. Imaginons qu'une nouvelle loi sur la rénovation énergétique des logements entre en vigueur. D'accord. Comment un étudiant appliquerait ce bloc à cette situation? Imaginons qu'il est en stage dans une agence immobilière. Son tuteur lui demande « Préparez-moi une note de synthèse d'une page pour nos agents sur les implications de cette nouvelle loi ». Ok. L'étudiant va devoir, premièrement, utiliser les bases de données juridiques pour trouver le texte exact. Deuxièmement, analyser le texte pour en extraire les points clés. Quelles obligations, quels délais? C'est la partie veille. Et la communication? C'est la troisième étape. Exactement. Rédiger une note claire, concise, sans jargon pour des non-juristes. Savoir trouver l'info, c'est bien. Savoir la rendre intelligible et opérationnelle pour les autres, c'est essentiel. C'est un excellent exemple. Tout est lié. Mais venons-en à la question que tout le monde se pose. C'est bien beau d'apprendre à penser comme un juriste, mais si on n'a pas envie de faire 5 ou 8 ans d'études pour être avocat ou magistrat, à quoi ça sert au bout de 3 ans? C'est une question capitale et la réponse surprend souvent. La licence est une porte d'entrée vers de très nombreux métiers. Dans le secteur privé, par exemple, le débouché le plus direct, c'est assistant juridique. Dans un cabinet d'avocat ou une entreprise? Oui, c'est un rôle central de préparation de dossiers, de recherche, de rédaction. Mais on peut aussi sortir du cadre purement juridique. Le document mentionne les ressources humaines. Absolument. Devenir gestionnaire de paie ou assistant en ressources humaines, c'est une voie très logique. Toute la relation de travail est régie par le droit civil, le contrat, les congés, la discipline. Avoir une licence de droit, ça sécurise en fait. Ça donne une crédibilité et une sécurité immense. J'ai un souvenir d'un ancien étudiant qui, dès son premier mois en tant qu'assistant RH, a détecté une clause illégale dans les contrats de son entreprise. Ah oui, la valeur ajoutée est immédiate. Immédiate, ça leur a évité des dizaines de litiges potentiels. Attendez, le document mentionne aussi négociateur immobilier. Ça, pour le coup, c'est surprenant. En quoi savoir analyser une décision de justice aide à vendre une maison? Le lien est bien plus fort qu'on l'imagine. Une transaction immobilière, c'est un acte juridique complexe, c'est vrai. Le négociateur qui a une formation en droit saura lire un diagnostic technique, comprendre les règles d'urbanisme, déchiffrer un règlement de copropriété et surtout sécuriser la rédaction du compromis de vente.
Il identifie les risques, en fait. Exactement. Il ne vend pas juste des murs, il vend une sécurité juridique. C'est un gage de confiance énorme. Vu comme ça, c'est évident. On a donc les RH, l'immobilier, l'administration d'entreprise. Et pour ceux qui sont attirés par le service public, C'est historiquement une des voies royales. La licence de droit est la préparation idéale pour les concours de la fonction publique, notamment ceux de catégorie A, les postes de cadre. La rigueur, la synthèse, la connaissance de l'État, c'est exactement ce qui est évalué. et ça débouche sur quel type de métier concrètement? On peut devenir attaché d'administration dans un ministère ou, de façon très concrète, rédacteur territorial dans une mairie ou un conseil départemental. C'est la personne qui s'assure que tout est légal. C'est ça, un gardien de la légalité de l'action publique. On peut aussi être chargé de mission sur des politiques publiques, l'environnement, le logement, des domaines où la réglementation est partout. En résumé, si on synthétise notre analyse, la licence de droit est bien plus qu'une accumulation de lois. C'est l'apprentissage d'une méthode, d'un langage de précision, qui forge des compétences très recherchées. C'est la synthèse parfaite. Et ces compétences permettent, dès la fin de la licence, d'accéder à des carrières très variées, dans le privé comme dans le public. Et cela nous ramène à notre point de départ. Le droit, c'est la grammaire de notre société. Apprendre cette grammaire, ce n'est pas seulement se préparer à un métier, c'est devenir un citoyen plus lucide. C'est un point essentiel. Oui, capable de comprendre les enjeux, de défendre ses droits et de participer de manière plus éclairée au débat. Et la compétence la plus précieuse qu'on en retire, finalement, ce n'est pas de tout savoir, c'est impossible. C'est d'avoir développé le réflexe de se poser les bonnes questions Et de savoir où chercher. et de savoir où et comment chercher l'information fiable pour comprendre et résoudre n'importe quel problème. C'est une compétence pour la vie. Et ça laisse une question en suspens pour celles et ceux qui nous écoutent. Si apprendre le droit, c'est apprendre à décoder les règles du pouvoir et de la société, est-ce que ça n'en fait pas, au fond, la plus politique de toutes les formations, même quand elle ne le dit pas? Une pensée à méditer. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. Vous pouvez retrouver d'autres explorations de formation sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.